Aujourd'hui, je vais vous parler des batteries. Alors, c'est pour ça que j'ai un petit peu modifié le titre, parce que le titre initial était stockage et électrochimie de l'énergie tout court. Donc c'est un peu prétentieux de vouloir faire tout ça en 30 minutes. Et en fait, je vous parlerai que des batteries. En fait, c'était ce qui est initialement prévu, donc j'ai légèrement modifié le titre. Alors, ce que je vais vous faire avec vous, et voici le plan un petit peu de cet exposé. Dans un premier temps, c'est essayer de, très rapidement, pourquoi justifier qu'il est nécessaire de stocker l'énergie. Donc ça, c'est extrêmement rapide à faire, mais c'est parfois bien de répéter certaines choses. Prendre un exemple, comparer le stockage stationnaire vis-à-vis du portable pour montrer que finalement l'application va dicter beaucoup des choix qui seront faits en termes de technologie et de matériaux utilisés. Se focaliser ensuite sur les batteries lithium, faire un bilan sur ce qui est actuellement disponible dans cette technologie, lithium et lithium-ion, et puis après décrire les voies post-lithium-ion ou post-lithium que l'on peut entreapercevoir actuellement, plus ou moins distinctement, et en fait je parlerai des nouvelles assez récentes de ces 4 systèmes, lithium-soufre, lithium-oxygène, sodium-ion et redox flow. Et puis si j'ai le temps, je ferai quelques remarques sur la sécurité des batteries et sur leur impact environnemental. Alors premier point, quel est l'avenir entre guillemets des énergies non renouvelables? En fait, la réponse est dans le titre. En fait, finalement, il n'y en a pas tant que ça d'avenir. Mais en fait, on fait un petit calcul simple. Si on regarde la quantité qui a été estimée comme étant le stock de pétrole de la Terre total produit en 200 millions d'années, ça fait une production naturelle de la Terre de 30 barils par jour. Et on le consomme actuellement à raison de 90 millions de barils par jour, ce qui veut dire qu'on le consomme 3 millions plus vite que la Terre ne le produit naturellement. Alors, si on peut imaginer qu'on multiplie par 10, par 100 les réserves exploitables, ça ne changera pas tellement finalement l'ordre de grandeur ici, ou pas suffisamment pour qu'on puisse considérer que ça devienne renouvelable. Donc la population augmente, on dépend à 85% des énergies non renouvelables, on les consomme très très vite, et donc il est clair qu'il va falloir assez rapidement passer d'une économie basée sur les énergies fossiles vers une économie basée sur les énergies renouvelables, qui sont très majoritairement, directement ou indirectement, d'origine solaire. Alors quels sont les défis qu'il faut relever? J'aime beaucoup cette image, en fait, parce que tout est presque tout est dans cette image. Les défis qui sont à relever, en fait, le premier, ça va être, puisque l'intermittence des énergies renouvelables est une chose avérée, l'intermittence du soleil, jour et nuit, indique qu'il va falloir forcément stocker beaucoup d'énergie, et stocker beaucoup d'énergie à forte concentration et peu cher. C'est quelque chose qui a déjà été rappelé plusieurs fois depuis le début de ce colloque, et ça, c'est très important. Le coût est une chose qui est très importante. On peut voir également que l'énergie solaire est extrêmement diffuse ici, et en fait, quand on la consomme, ici, on voit bien, matérialisé par certains points ici lumineux, qui sont en fait l'éclairage qui est renvoyé vers l'espace par certaines villes, que c'est extrêmement concentré. Donc, énergie diffuse implique qu'on la collecte correctement, qu'on la concentre et qu'on la transporte. Beaucoup. Et puis, un autre point qu'on a peut-être tendance à pas oublier, c'est que quand on voit ici que la nuit, on éclaire le ciel, les gâchis énergétiques ne sont pas des choses à prendre à la légère. En particulier si on se base sur le rendement d'un moteur thermique et puis sur les pertes thermiques des bâtiments, qui représentent une perte énergétique extrêmement importante. Et il ne faut pas non plus oublier que le tertiaire, les bâtiments, tout ce qui est domestique et les transports sont les 2 principaux postes de consommation d'énergie renouvelable. Non renouvelable, pardon. Alors le stockage stationnaire à grande échelle. Si on fait un bilan, l'humanité consomme l'énergie actuellement à un rythme de 14 terawatts, donc 14 10 puissance 12 joules par seconde. Et ce que l'humanité est capable de stocker, c'est 0,12 terawatts. Donc on ne sait stocker qu'à peine 1% de ce qu'on consomme. Et pour l'instant, ce n'est pas assez pour qu'on puisse espérer commuter notre consommation d'énergie en grande quantité vers le renouvelable. Et ça, c'est le chiffre positif, en fait. Le chiffre qui suit montre que 98% de ces 1% est stocké par pompage hydroélectrique. Donc c'est faire fonctionner un barrage à l'envers et en fait faire remonter l'eau de la rivière dans le lac et stocker l'énergie de manière cinétique potentielle. Donc ça c'est le stockage hydro, PSH, c'est Pump Storage Hydro. Et en fait il est intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a dans les 2% qui restent ici. Et les 2% qui restent, on voit que la majorité c'est le stockage thermique. On a également du stockage mécanique ici, l'air comprimé et les volants d'inertie, et puis moins d'un quart, c'est les batteries. Donc les systèmes électrochimiques
représente moins d'un quart de 2% d'1% de ce qu'on sait stocker de manière stationnaire. Alors, je n'ai pas fait le calcul, mais vous voyez que finalement... Ah, pardon. Vous avez tout à fait compris. Je pense qu'il ne va pas rester grand-chose ici. Donc, c'est surtout l'hydroélectrique, le thermique, le mécanique et un petit peu l'électrochimie. Alors maintenant, si on regarde dans ces batteries ici, qu'est-ce que l'on a comme système disponible? Ben, on voit que c'est un quart de 2, de 1%, etc. Ça se subdivise dans ces différentes technologies, sodium, soufre, acide, plomb, nickel, cadmium, lithium-ion. Et si on fait un calcul, le lithium-ion représente 0,036% de l'énergie stockée de manière stationnaire. Et le redox flow qui commence à apparaître. Et ça, ce panorama ici du stationnaire est complètement en opposition avec le panorama du portable. 90% des batteries qui équipent un équipement portable, c'est du lithium-ion. Et depuis 2011, 100% des téléphones portables sont équipés de batteries lithium-ion. Donc ça, c'était juste pour vous montrer que, dépendant de l'application, le choix de la technologie devient presque évident. Alors pourquoi avoir choisi l'hydroélectrique pour stocker à grande échelle? En fait, le premier point, on est un peu étonné parce que l'énergie que stocke un barrage, c'est relativement faible. Une tonne d'eau, 1000 kg d'eau que l'on élève d'1 mètre, ça stocke 2,7 Wh. Le dernier iPhone 6, la batterie, c'est 7 Wh. Alors si vous faites une petite comparaison, voilà, si vous voulez recharger un téléphone iPhone avec de l'eau, enfin équivalent élevé de l'eau en hauteur, vous devez élever 2,5 tonnes d'eau sur 1 mètre. Un PC, c'est 37 tonnes d'eau sur 1 mètre. Et si vous voulez recharger la Nissan Leaf, vous devez relever 10 tonnes d'eau sur 1 km. Donc, ce n'est pas très concentré, visiblement. Alors, pourquoi avoir choisi l'hydroélectricité? Parce que, comme c'est déjà été rappelé précédemment, les quantités d'eau qui sont stockées sont gigantesques. Et si on prend l'exemple de ce barrage en altitude au Pays de Galles, les volumes d'eau, le temps de décharge, la hauteur, l'élévation et l'efficacité font que les énergies et les puissances stockées sont gigantesques. Ça, c'est plus qu'un réacteur nucléaire, en fait. Et le coût. Alors, le coût d'un système de stockage, ce n'est pas juste le coût de fabrication divisé par l'énergie, il faut que ce soit modéré par le nombre de cycles disponibles et par le rendement. Et là, le barrage hydroélectrique va gagner. Comme vous pouvez remarquer sur ce graphique ici, l'hydroélectrique est ici. Ici, vous avez le coût en échelle logarithmique du coût en cents par kilowattheure par cycle. Il y a un facteur 10 puissance 3 ici. Donc si on veut stocker à grande échelle, vous comprenez que l'hydroélectrique, le thermique et le mécanique vont l'emporter. Et ici, tout ce qui est en bleu, c'est tout ce qui est électrochimique. Et ça va être surtout dédié au stockage transporté ou portable, où finalement le coût n'est pas forcément si important que ça au kilowattheure par cycle, parce que l'électricité embarquée et le nombre de cycles ne sont pas si nombreux qu'ici. Il faut que ce soit dense en énergie et dense en puissance. Donc finalement, le choix d'un système de stockage d'électricité, c'est un équilibre un peu instable de ce type-là. Différents paramètres à pondérer, donc le coût, les durées de vie, l'énergie stockée par masse ou par volume, la puissance stockée par masse ou par volume, l'accès aux matières premières, le recyclage des matériaux, la sécurité, ça c'est pas vraiment ce qu'on veut voir pour une voiture électrique, et le coût énergétique et l'impact environnemental de la production de la batterie elle-même, ou du système de stockage lui-même. Dans ce graphique-là, vous l'avez déjà vu 2 fois. Alors, je vais passer très très vite. Pour simplement vous rappeler que les batteries sont ici, finalement, entre les condensateurs et les moteurs à combustion. Un diagramme de Ragone, ici la puissance spécifique et l'énergie spécifique. Il y a 2 choses à remarquer ici, c'est la courbure systématique de ces systèmes électrochimiques qui est très prononcée, qui indique qu'il y a un couplage extrêmement étroit entre la puissance et l'énergie. Plus vous demandez de puissance à un système électrochimique, plus son énergie développée va diminuer, pour des simples raisons cinétiques et de dynamique interne du système. Et la deuxième chose qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a un trou ici, en énergie, et les batteries commencent à être compétitives avec les moteurs à combustion en termes de puissance. Si vous avez eu la chance d'essayer une voiture électrique, vous avez pu remarquer que ça accélère très très vite. Et par contre, ici, il y a un trou ici en énergie, à tel point que pour l'instant, l'énergie qui est stockée ou qui est l'énergie mécanique que peut développer une voiture électrique par rapport à une voiture essence, c'est un facteur 15. Et il vous faut 48 litres de carburant pour faire 800 km à peu près.
il vous faut 600 kg de batterie pour faire 800 km à peu près. Donc il y a un facteur ici énergétique qui est important qu'on cherche à combler, soit pour aller plus loin, soit pour la même distance, courte, embarquer moins de batterie, donc que ce soit moins cher. Et puis ce couplage énergie-puissance dont je viens de parler, cette fameuse courbure ici. Alors les batteries lithium qui sont ici sont visiblement celles qui sont les plus compétitives pour l'instant. Le plomb est ici, nickel, cadmium, métal hydrure. Et ici, vous avez également le lithium polymère. Ça, c'est toutes les technologies lithium sont à peu près représentées ici. Alors l'origine des batteries lithium, ça c'est intéressant de regarder ça. Ça, c'est le premier brevet qui avait pour objectif d'utiliser des électrolytes non aqueux pour électrodes de poids léger, donc des électrolytes exempts d'eau. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que c'était censé être utilisé avec des métaux à prix de revient avantageux, tels que sodium et calcium, et le lithium n'a jamais été évoqué dans ce brevet. Donc dès le début, finalement, vous voyez que le sodium était quand même quelque chose qui retenait l'attention, et le lithium est devenu prépondérant par la suite pour des raisons de potentiel. Donc ça, c'est 1949. Et depuis 1949, donc ça c'est le bas de l'arbre généalogique ici, énormément de technologies basées sur le lithium sont apparues. La toute première ici, c'est le lithium-soufre, dont je reparlerai un petit peu plus tard. Ici, les systèmes primaires qui équipent les piles non rechargeables ici primaires, certaines sondes spatiales, les pacemakers, des fibrillateurs ici. Et ici, les systèmes rechargeables, donc les voitures, les portables, les PC. Et puis ici, les batteries qui utilisent du lithium métallique, dont l'électrolyte est un polymère. C'est ce qui équipe actuellement les voitures Bolloré et Autolib, qui vous seront développées un petit peu plus tard. Donc le principe d'une batterie lithium-ion, je vais vous le décrire ici. Donc c'est deux électrodes. Chaque électrode contient un couple redox qui est collé contre un collecteur de courant. Et tout ça baigne dans un électrolyte liquide qui contient des molécules organiques et un sel de lithium. Alors quand cette batterie est chargée, les électrons vont circuler d'une électrode vers l'autre à l'extérieur du système. Et ça, c'est compensé par un mouvement d'ions à l'intérieur du système. Mais les ions sont désintercalés de la structure ici et réintercalés dans une autre structure ici. Ce n'est pas un phénomène de surface, comme Patrice Simon vous l'a expliqué précédemment, c'est dans la structure du matériau. Et pendant qu'on fait ça, le potentiel électronégatif va baisser, le potentiel de la positive va augmenter. On va augmenter la différence de potentiel entre les électrodes. Et finalement, on va stocker l'énergie entre ces deux électrodes ici. Et à la décharge, c'est exactement le même processus, mais inversé. Ici, les potentiels vont se moyenner. Et puis ici, la différence ici entre les deux, donc la somme ou l'intégration ici de cette courbe capacité-voltage donne directement l'énergie du système, qui est une énergie libre. Alors ces systèmes sont des systèmes thermodynamiquement fermés, contrairement au redox flow et aux piles à combustible qui vous seront développés un petit peu plus en détail plus tard. Mais ce que je voudrais, en fait, le point sur lequel je voudrais insister, c'est que ces électrodes ici, ce n'est pas juste de la poudre, ça doit être mis en forme. Et donc chacune des électrodes ici contient un matériau actif plus un conducteur électrique, qui est en général des petites billes de carbone, quelques dizaines de nanomètres de diamètre, et un liant polymérique qui va maintenir le tout ensemble. Et il faut que ça tienne mécaniquement, thermiquement, chimiquement, et en fait tout ça doit être homogène et en fait conserver un contact électrique intime. Donc si on fait la somme de tout ça, les collecteurs, l'électrolyte, le sel, les matériaux, le liant, le carbone, etc., ça fait une quinzaine de produits différents ou d'interfaces à contrôler, dont il faut choisir les proportions, les tailles, les textures pour les poudres, etc., etc. Ça fait beaucoup, beaucoup de paramètres. Et ça, c'est pas tout, parce que l'électrode qui est ici, on ne mélange pas ça n'importe comment. Ça, c'est ces trois constituants ici, le liant, la matière active et le carbone, doivent être étalés sur un collecteur de courant qui est ici en cuivre. Donc on fait en fait un couple ici, collecteur de courant et anode. De l'autre côté, collecteur de courant et aluminium, cathode, pardon, un séparateur. Et en fait, ce sandwich ici va être soit empilé, on va empiler des cellules pour faire des cellules prismatiques, ou on va simplement l'enrouler pour faire des cellules cylindriques, qui est ici. Ben pourquoi je vous raconte toute l'histoire du procès de fabrication d'une électrode? Simplement pour arriver à ce graphique-là, qui vous montre que parmi tous les constituants d'une batterie lithium-ion, eh ben en fait, une batterie de ce type-là, il y a un petit peu plus de la moitié de la batterie qui sont les matériaux par masse d'électrodes, matériaux actifs. Presque 50% de la masse, c'est tout l'environnement qui permet à ce système de fonctionner correctement. Et ce sera pire quand en fait, on va accumuler les packs ou les batteries de ce type-là dans un système complet. Le packaging
demande de la masse et du volume. Le système de gestion interne BMS va demander de la masse, ce qui fait qu'un système complet, on est largement en dessous de 50%. Et tout le reste, eh ben, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut jouer pour optimiser la densité d'énergie de la batterie. Alors, les matériaux qui sont actuellement disponibles, qu'on étudie beaucoup, pour la positive, ils sont ici, donc LiMNDO4, LiCO2 et les dérivés, LiFePO4, qui est extrêmement étudié actuellement et qui est en vogue, bien évidemment, et puis des matériaux ici qui montrent des potentiels extrêmement intéressants et qui sont étudiés depuis quelques années. Électrode négative, ici, vous avez l'oxyde de titane, le graphite, en fait, équipe, ou le carbone, qui équipe la majorité des batteries actuellement sur le marché, et le silicium, l'oxyde de titane. Donc il y a quelques matériaux d'intercalation, comme le graphite, ou d'alliage, qui sont actuellement pressentis pour remplacer le graphite. Et ça permet d'arriver à cet état de l'art. L'énergie stockée par une batterie lithium-ion optimisée, c'est environ 200 Wh par kilo ou 600 Wh par litre, et les puissances vont de 2 à 10 kWh par kilo. Et là, il est important de signaler que ce n'est pas les mêmes batteries qui produisent 2 kWh et 10. On sait faire des batteries lithium-ion à haute puissance, mais à faible énergie, toujours parce qu'il y a un couplage négatif entre les deux. Et on sait également faire des batteries à haute énergie, mais à faible puissance. Alors, ces matériaux sont assemblables. On peut faire beaucoup de combinaisons. Et vous voyez ici, par exemple, les constructeurs automobiles, les constructeurs de batteries associés à ces automobiles, le type de véhicule, hybride ou électrique complet, le choix de cathode, le choix d'anode, le choix d'électrolyte. Et vous voyez que c'est très, très versatile. On a beaucoup de combinaisons possibles. On peut associer beaucoup d'anodes, cathodes, électrolytes différentes. Et ces matériaux peuvent être donc de structures bidimensionnelles, tridimensionnelles ou polyanioniques. En fait, on a un choix assez large. Alors, un exemple d'évolution de matériaux, si je reviens sur celui-ci, LiCO2, qui a été le premier qui a été proposé par Sony pour équiper ses premières batteries rechargeables lithium. Voilà, donc ce sont des feuillets cobalt-oxygène intercalés des feuillets lithium. La capacité associée était d'environ 150 mAh par gramme, et progressivement, on a commencé à substituer le cobalt par d'autres métaux, manganèse, nickel, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de toxicité, et puis aussi pour des raisons de capacité. Les capacités ont augmenté grâce à des substitutions chimiques. Et puis plus récemment, on a également substitué une partie des métaux 3D par du lithium lui-même pour avoir ce type de matériaux qu'on appelle les matériaux NMC riches. Et vous voyez que la capacité ici a presque doublé par rapport à la capacité initiale de 1990. Donc juste une substitution chimique permet d'augmenter les capacités et tous ces matériaux progressent régulièrement. Alors qu'est-ce qu'il en est maintenant pour la suite? Les batteries lithium-ion, je viens de vous montrer qu'il y avait des progrès qui étaient assez constants. J'aurais pu parler de l'anode et du silicium, par exemple. Donc on peut espérer d'ici quelques années remplacer une partie du graphite par du silicium. Donc on sait que les batteries lithium-ion peuvent progresser encore un petit peu ici. Donc, mais l'objectif étant de parler de ce qu'il va y avoir un petit peu plus tard encore. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous parler de la génération qui suit d'accumulateurs. Donc le lithium-soufre, lithium-air, et puis sodium-ion et redox-flow. Alors les batteries lithium-soufre, je vais commencer par celle-là, parce que finalement elles ont beaucoup d'avantages et en fait quelques problèmes, mais qui sont en passe d'être réglés. Alors vous voyez les capacités qui sont disponibles, c'est 2300 Wh par kilo, ça c'est l'énergie, pardon. Et vous voyez ici que le soufre réagit avec du lithium pour former un sulfure de lithium. Donc c'est un solide qui forme un solide. Alors il se trouve que l'environnement qui permet de faire fonctionner ce couple soufre Li2S est tel que, de façon pratique, on divise énormément l'énergie que l'on stocke, mais l'énergie qu'on arrive à stocker ici, 380 Wh par kilo de point de vue pratique, c'est nettement plus que ce qu'on a actuellement avec une batterie lithium-ion. Alors quel est le problème? Il est ici, mais par contre, il y a un autre avantage, c'est que vous voyez ici, il y a une pyramide de soufre là, en construction, ça c'est au Canada. Et cette photo-là, finalement, le soufre qui est sur cette photo-là permettrait de fabriquer suffisamment de batteries lithium-soufre pour alimenter 150 millions de voitures. Donc le soufre est un produit secondaire dans l'industrie du pétrole, et on a des stocks de soufre énormes. Donc en fait, il n'y a absolument aucun problème pour avoir accès à du soufre. Par contre, le petit problème, c'est qu'entre soufre et Li2S, on forme tous ces composés intermédiaires ici. Le lithium est ici, Li2S est ici, on forme beaucoup de composés intermédiaires le long de la décharge qui ont la mauvaise idée, contrairement au soufre ou à Li2S, d'être solubles dans l'électrolyte de la batterie.
Et donc, ces composés qu'on appelle des polysulfures vont migrer de l'autre côté de la batterie et vont finir leur réduction sur le lithium et former une couche isolante Li2S. Donc, vous isolez le lithium de l'électrolyte et vous perdez de la masse active régulièrement. Donc, il y a une perte de capacité en énergie, perte de matière active, et puis en fait, le lithium métal devient du coup instable. Et puis le soufre, c'est un isolant électrique, donc on a quand même tout intérêt à le mélanger avec des conducteurs électriques efficaces. Alors, comment est-ce que ce problème a été réglé? Eh bien, très progressivement, mais relativement rapidement cependant. On peut encapsuler ou bloquer le soufre dans des structures carbonées. Alors, il y a ici des capsules de carbone qui entourent le soufre, des filaments de carbone qui ont entouré le soufre, des feuillets de carbone entre lesquels on vient bloquer du soufre. Et ça limite, ça ne bloque pas, ça ralentit la dissolution du soufre sous forme de polysulfure. On peut aussi bloquer du soufre à l'intérieur de structures carbonées, plus rajouter autour un polymère conducteur qui ne va laisser passer que les électrons, mais qui va bloquer le sulfure de lithium. Ou alors on peut encapsuler des nanoparticules de soufre à l'intérieur de structures en cage, donc des MOF, qui ont l'avantage aussi d'être des structures qui sont polaires, contrairement au carbone qui ne l'est pas. Alors vous voyez qu'ici, du carbone pur, donc un composite soufre-carbone, vous voyez que la capacité chute ici avec le nombre de cycles. Si en fait on rajoute un petit peu de polymère, comme c'est le cas ici, vous voyez que ça chute moins, mais ça chute toujours. Donc on a ralenti, encore une fois, la dissolution, mais ce n'est pas suffisant. Et puis ici, vous avez un schéma qui compare l'évolution de capacité avec le nombre de cycles pour un composite soufre-carbone, un composite soufre-MOF et un composite soufre-silice. Et vous voyez qu'ici, en bleu, le composite soufre-MOF semble accuser moins de perte de capacité que les autres systèmes. Donc ça, c'est intéressant parce que finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait peu de chances qu'un polysulfure polaire vienne s'absorber sur du carbone qui ne l'est pas. Donc en fait, l'idée était de passer sur quelque chose de polaire, mais qui devait être conducteur électrique. Et ça, c'est une publication très récente qui ouvre beaucoup de perspectives. Si on utilise un oxyde de titane partiellement réduit et qu'on mélange avec du soufre, on obtient un oxyde de titane partiellement réduit qui est conducteur et qui a la bonne idée en fait, d'absorber à sa surface des polysulfures. Donc là, on ne bloque plus physiquement, c'est juste une absorption d'un composé polaire en solution sur une structure solide conductrice polaire. Et voilà les capacités, comment est-ce qu'elles évoluent avec le nombre de cycles, et là c'est extrêmement bon ça. C'est vraiment meilleur que le graphique précédent. Donc le lithium-soufre a été la première technologie proposée il y a 50 ans après le brevet de M. Hadjek. Et en fait, les avancées récentes suggèrent, et en particulier celle-là, que ça puisse être très rapidement commercialisé. Et surtout, commercialisé bien avant les systèmes Metal Air que je vais décrire maintenant. Encore un peu de temps 5, 10 Non, c'est bon. Enfin, je vais essayer. Alors, les batteries, les systèmes Metal Air dont je vous parlais, j'ai donné l'exemple du système lithium-oxygène. Et ce n'est pas tout à fait le même titre que précédemment. Là, j'ai volontairement indiqué quelques avantages, mais il y a certainement, surtout, beaucoup de problèmes avec le système lithium-air. La capacité théorique est énorme, exactement la même que les 2S, puisqu'en fait, on met... Vous allez voir qu'on fait réagir un lithium avec 2 fois moins d'oxygène, mais en fait 2 fois plus d'oxygène, mais la masse est doublée. Le système complet, on peut imaginer qu'avec tout son environnement, on atteigne 500 Wh par kilo. Et surtout, l'oxygène est un... Alors j'ai mis gratuit entre guillemets, parce que l'air est gratuit, mais pas l'oxygène. Il faut encore extraire l'oxygène de l'air, ce qui est actuellement certainement un des problèmes qu'il va falloir résoudre très rapidement dans ces systèmes. Donc ça, c'est les avantages. Et vous voyez que ce qui reste en blanc, ça va être pour les points négatifs. Donc vous allez voir que ce n'est pas ce qui manque. Alors voilà comment ça se décharge, un système comme ça. Vous avez ici une réaction entre de l'oxygène gazeux et du lithium en solution. C'est la réaction qui est ici, oxygène gazeux, lithium en solution, des électrons, et on forme un solide. Ça, c'est pendant la décharge. Et pendant la charge, on semble faire le contraire, mais les deux réactions ne sont pas superposables d'un point de vue cinétique ou thermodynamique. La première, ici, passe par différentes étapes, avec en particulier l'étape de production d'un superoxyde radical qui va attaquer des cycles. Et en fait, il se trouve que cette molécule est un des constituants d'électrolyte des batteries. Ce qui est dommage, en fait. Donc, on casse le cycle, et puis donc, ça nécessite donc de changer d'électrolyte aussi, ce qui est un travail supplémentaire d'optimisation. Et puis là, j'ai listé en fait tout le reste. La stabilité du lithium, la cinétique est très faible.
parce que les deux réactions n'étant pas superposables thermodynamiquement, en fait, il y a un énorme gap ici, une grande polarisation qui nécessite un catalyseur. Donc très faible puissance parce que forte polarisation. On précipite un matériau Li2O2 isolant. Donc c'est une réaction solide-liquide-gaz, ce qui rappelle des choses liées aux piles à combustible. Forte polarisation, ça j'en ai parlé. Faible tenue en cyclage, il faut choisir le catalyseur et le matériau poreux qui sert de support pour que l'oxygène puisse pénétrer dans le matériau. Alors, ce qui a été proposé jusqu'à présent, je vais vous montrer deux exemples très rapidement. On peut maintenant faire des batteries lithium-oxygène qui cyclent très bien. Par contre, l'électrode poreuse, en fait, ce n'est pas du carbone, c'est de l'or. Donc vous comprenez bien que ça montre que la réaction est jouable, mais d'un point de vue pratique, c'est limité. Et puis ici, c'est également une tenue en capacité qui est extrêmement bonne, la même réaction, mais vis-à-vis du carbure de titane. Mais 350 mAh par gramme de titane, de carbure de titane, finalement, d'un point de vue pratique, c'est des capacités qui sont extrêmement faibles. Donc ces deux exemples bibliographiques vous montrent que, même si ça n'a aucune applicabilité, ces deux exemples, les résultats montrent que la réaction on peut la rendre réversible, mais il faut absolument retourner vers des choses beaucoup plus fondamentales et simples. Ce système-là, en fait, il faut le réinventer depuis le début, parce qu'on a essayé d'appliquer ce qu'on sait faire sur une batterie lithium-ion classique avec du lithium et de l'air, et c'est pas comme ça, à mon avis, qu'il faut faire. Il faut revenir à des choses extrêmement simples. Donc la technologie lithium-ion est loin d'être mature, et puis il y a un point important, c'est qu'elle deviendra mature quand la batterie lithium-oxygène deviendra une batterie lithium-air, quand on n'aura pas besoin de trier l'azote, le CO2, la vapeur d'eau, etc., et qu'on pourra utiliser directement à l'air. Alors les batteries sodium-ion, je vais passer très très vite. Pourquoi passer du lithium-ion au sodium-ion? C'est une autre voie qui est explorée. Pour des raisons d'abondance. Ça, c'est l'abondance naturelle du lithium. Ça, c'est le sodium. Il y a beaucoup plus de sodium dans la nature. Et puis on peut faire une projection, en fait, si on utilise une batterie lithium-ion et qu'on remplace le lithium-ion par du sodium et qu'on compare le prix et les capacités, on va perdre en fait quelques pourcents, une dizaine de pourcents de capacité volumique, et on va gagner 30% en prix, à peu de choses près. Alors, la raison pour laquelle on perd ici en coût, donc on gagne en efficacité, c'est que finalement on n'a pas de réaction entre le lithium et l'aluminium, entre le sodium et l'aluminium, pardon, ce qui veut dire qu'on peut remplacer le cuivre comme collecteur de courant électronégatif par de l'aluminium, ce qui d'un point de vue coût et masse est extrêmement profitable. Et puis les sels de lithium sont moins coûteux que les sels de sodium, sont moins coûteux que les sels de lithium à produire. Et puis en termes de matériaux, voilà un petit peu ce qui avait été proposé pendant 30 ans, entre 80 et 2010. Vous voyez qu'il y a très très peu de matériaux nouveaux qui ont été proposés. Et ça, c'est une sélection des matériaux qui ont été publiés et proposés pendant 3 dernières années, 2010-2012. Vous voyez qu'il y a un énorme progrès qui est fait actuellement sur les matériaux d'électrode. Et en fait, on a encore besoin de faire quelques progrès pour sélectionner les nouveaux électrolytes qui soient compatibles avec ces matériaux et au transport rapide du sodium. Dernier exemple, j'ai encore 3 transparents. Les systèmes redox flow. Un système redox flow, voilà le principe. Alors, vous reconnaissez ici une cellule électrochimique avec une membrane, deux compartiments, 2 électrodes, une réaction d'oxydation, une réduction. Ça, c'est une batterie classique. Par contre, une batterie redox flow, c'est une batterie classique qui est associée à 2 réservoirs qui vont alimenter la batterie par intermédiaire de pompes. Donc ça rappelle les piles à combustible, et l'intérêt de ces systèmes-là, c'est que ça permet de découpler énergie-puissance. La puissance est apportée par la taille de la cellule et la surface de la membrane, et puis l'énergie est apportée par la taille des réservoirs. Donc on peut, de cette manière-là, imaginer découpler l'énergie-puissance. Ça a été développé par la NASA, les années 70, et ça a été remis au goût du jour par une équipe en Australie qui utilisait un système tout vanadium. Alors, ce sont des systèmes qui ont plusieurs avantages. Il y a différents modes de recharge. Vous comprenez bien que quand les réservoirs ici ont été soit entièrement réduits, oxydés l'un de chaque côté, en fait, on peut changer les réservoirs simplement, ou réoxyder le contenu et réduire le contenu des réservoirs, ou en fait faire fonctionner la batterie à l'envers, comme si on rechargeait, mais dans ce cas-là, on va recharger le contenu des réservoirs. Donc il y a une certaine versatilité aussi dans la manière dont on recharge le système. Il y a beaucoup de choix possibles. Par contre, les densités d'énergie sont très faibles parce que les solutions sont peu concentrées. Les solutions sont des solutions, celles qui sont commercialisées sont aqueuses, donc les potentiels sont relativement bas. Cependant, c'est déjà commercialisé. Et puis vous avez ici quelques exemples. Vous avez ici des énormes cuves de vanadium en solution dans l'acide sulfurique. Et puis ici, vous avez une éolienne
qui, quand l'énergie n'est pas utilisée, eh ben, en fait, vient recharger une batterie redox flow qui est dans ce tank ici. Et puis certaines îles sont alimentées par un couple éolien batterie redox flow. Et ça peut alimenter quelques milliers d'habitations. Donc ça existe déjà, c'est déjà commercialisé. Et la nouveauté de ce système ici a été, en 2010, le MIT qui a proposé un brevet où en fait l'idée était de non plus faire circuler des solutions dans une cellule redox flow, mais des suspensions de matériaux d'électrodes de batterie lithium-ion. On pourrait imaginer ici faire circuler LiCO2 et ici du graphite. Donc ça avait un intérêt, c'est que ça augmente considérablement en apparence la densité d'énergie. Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a regardé un petit peu comment on pouvait tracer le potentiel d'une batterie. Ici, donc lithium-ion est ici, et puis on a comparé ça aux piles à combustible, ce qui est en vert ici. L'échelle ici, c'est la densité d'énergie par surface d'électrode. Et puis les redox flow, c'est ce qui est en bleu ici. Et on s'est dit, là, il y a un trou, là, quelque part, ici. Est-ce qu'on peut essayer de combler le trou en associant à la fois du lithium métallique et un matériau d'électrode positive, donc fabriquer une semi-redox flow. Et en fait, ça, par l'intermédiaire du réseau RS2E, c'est quelque chose qui a été fait en collaboration avec des gens de Toulouse particulièrement. Et en fait, on a pu fabriquer une redox flow lithium-métal LFP. Donc en fait, il n'y a que le LFP en suspension qui circule, le lithium reste statique. Et on a pu se focaliser ici. Donc vous voyez qu'on arrive à avoir des capacités relativement élevées. Par contre, le graphique a un petit peu bougé, je suis désolé. 300 milliwatts par centimètre carré, c'est ce qu'on avait ici. Par contre, la dilution extrême des suspensions fait que de toute façon, on aura beaucoup de mal à dépasser 50 ou 60 Wh par kilo. Donc on peut moduler voltage et puissance par surface, mais ce ne sont certainement pas des systèmes de ce type-là qui vont permettre d'atteindre des énormes capacités. Donc l'idée en fait, de ces systèmes, c'est que ça a certainement un rôle à jouer par le stationnaire, à condition de baisser le coût, encore une fois. Donc revenir aux solutions aqueuses, développer des membranes conductrices lithium ou sodium, ou alors se passer carrément de membrane en utilisant la microfluidique, c'est-à-dire en fait faire en sorte que deux suspensions puissent circuler côte à côte sans se mélanger et sans membrane. Et puis trouver des réservoirs qui puissent avoir différentes fonctions, donc qui puissent servir de collecteurs de courant, donc ce qui permettrait d'alléger le système. Des réservoirs qui permettraient de trier les espèces réduites et oxydées. On pourrait imaginer un réservoir où l'espèce oxydée soit non soluble et celle qui est réduite soit soluble, ce qui permettrait naturellement de trier les espèces. Ou alors différents systèmes qui permettraient d'utiliser le réacteur, le conteneur, comme en fait un réacteur intelligent ou multifonctionnel pour recharger la suspension. Donc voilà, et quelques conclusions. Donc batterie lithium-ion, des progrès constants, utilisation toujours possible. Alors il y a les batteries qui fonctionnent sur les fluorosulfates avec les électrodes positives. Électrodes négatives, on peut citer les composites silicium-silice qui s'avèrent être extrêmement prometteurs. J'insisterai sur l'avance du lithium-soufre vis-à-vis du lithium-air. Par contre, le lithium-air a un intérêt qu'il ne faut pas oublier, c'est avoir proposé d'insérer un catalyseur dans une batterie. Beaucoup de batteries ont des problèmes de puissance, alors pourquoi ne pas essayer d'insérer des catalyseurs dans d'autres batteries autres que le lithium-air? Le sodium-ion, ce n'est plus une utopie. Maintenant, on a des systèmes qui fonctionnent relativement bien. Le redox flow, c'est un très bon candidat pour le stationnaire résidentiel, c'est-à-dire que pour les fonctions d'alimentation de voitures, ça paraît un peu compromis, mais à condition de baisser le coût, ça peut être de très très bons candidats pour le stockage stationnaire de masse. Et puis, bien sûr, il y a d'autres voies qui restent à explorer, par exemple les batteries tout solides, qui permettraient de se passer d'électrolyte liquide avec un aspect sécurité qui est indéniable. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.